Nous allons donc terminer cette série sur l'application de la seconde loi de Newton à la mécanique céleste. Dans cette partie, nous avons les compétences exigibles suivantes. Savoir démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite ou d'une planète est uniforme. Établir l'expression de sa vitesse et de sa période. Connaître les trois lois de Kepler. Exploiter la troisième dans le cas d'un mouvement circulaire. Voyons donc l'expression de l'accélération pour un satellite en orbite circulaire autour de la Terre est soumis exclusivement à l'attraction gravitationnelle. Bien entendu, la démonstration est la même pour une planète autour du Soleil. Ce n'est quelques problèmes de notation et d'expression, mais les choses sont les mêmes. Donc ce satellite n'est soumis qu'à l'attraction gravitationnelle. Autrement dit, cette force exercée par la Terre sur le satellite, dont l'expression est le produit de la constante gravitationnelle grand G, la masse du satellite, la masse de la Terre et la distance Terre-satellite au carré. Cette expression vectorielle est exprimée dans le repère de Freinet, qui est un repère orienté du satellite vers la Terre, le vecteur n, et un autre vecteur t, tangentiel à la trajectoire. Nous appliquons la seconde loi de Newton. La force exercée par la Terre sur le satellite est égale au produit de la masse du satellite par son accélération. Or, la force exercée par la Terre sur le satellite, donc unique force qui s'applique sur ce satellite, c'est une des hypothèses de ce calcul, s'exprime G msat m de la Terre sur d au carré n, l'expression que nous venons de voir. La masse du satellite apparaît des deux côtés, et par conséquent, nous pouvons la simplifier. Nous obtenons donc l'expression de l'accélération, qui vaut le produit de la constante gravitationnelle, la masse de la Terre, sur la distance Terre-satellite au carré, fois le vecteur n, donc du repère de Freinet. Première remarque, cette accélération ne dépend pas de la masse du satellite. Et c'est ce qui explique qu'en fait, tout objet ayant cette accélération a une orbite, peu importe sa masse. Et c'est ce qui explique le fait que les spationautes flottent dans l'ISS, par exemple, la Station spatiale internationale dont nous allons parler pour faire l'application des calculs. Supposons maintenant que le mouvement est circulaire, et nous allons démontrer qu'il est, dans ces cas-là, uniforme, tel que la compétence nous l'exige. Donc pour un mouvement circulaire, un mouvement quelconque, nous avons l'accélération qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps selon le vecteur t, défini précédemment, plus v carré sur r selon le vecteur n. L'accélération, c'est la composante des deux. Donc ça, c'est l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet qui doit être connue, puisque c'est l'une des compétences exigibles de la cinématique. C'est connaître l'expression de l'accélération dans le cas du mouvement circulaire. Donc, dans le cas de notre satellite, nous avons trouvé que grâce à la seconde loi de Newton, l'accélération du satellite s'exprime de cette façon-là. En identifiant ces deux expressions, nous aboutissons à deux équations. Donc, tout ce qui se passe selon n, forcément, ça veut dire que v carré sur r, bon, r c'est la distance Terre-satellite dans ce cas-là, est égal à gmt sur d carré. Et puis, puisque dans cette expression, il n'y a pas le vecteur tangentiel, nous en déduisons que dv à dt égale 0. Ainsi, nous démontrons, puisque dv à dt égale 0, on en déduit que la vitesse est une constante, et donc le mouvement est uniforme. Nous démontrons donc que pour un satellite soumis exclusivement à l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre, un mouvement circulaire est nécessairement uniforme. De l'autre côté, nous avons l'expression de la vitesse, v égale racine de gmt sur d t satellite. Alors comment, à partir de cette expression, obtenir la période, puisque c'est ce qui est demandé, obtenir la période. Donc comment faire? Donc, il faut revenir à la définition de la vitesse pour un objet ayant un mouvement circulaire uniforme. La période de révolution d'un mouvement circulaire, on la note t, et c'est le temps, la durée qu'il faut pour faire un tour complet. La vitesse est donc le périmètre, le tour complet de πr divisé par t. Attention, bien souvent les élèves se trompent et mettent simplement r sur t. Si on prend r sur t, c'est la vitesse pour aller de ce point à ce point. Là, il s'agit de la vitesse pour faire le tour complet. D'accord? Donc p égale 2πr sur t. Donc on utilise cette expression et celle que nous avons trouvée précédemment. On les identifie et l'on obtient donc
sachant que r c'est la distance Terre-satellite, 2π la distance Terre-satellite divisée par la période de révolution du mouvement circulaire est égal à la racine de la constante gravitationnelle grand G, la constante universelle, fois la masse de la Terre divisée par la distance Terre-satellite. En bidouillant un peu, on prend la période, on l'amène ici, on prend ce rapport-là, on met de l'autre côté et on inverse. On obtient que t égale 2π racine cubique de d au cube sur gmt. Pourquoi est-ce qu'on a fait apparaître un d au cube? Comment est apparu ce d au cube? Tout simplement, ici on avait un d qui va être en produit d'un racine de d. Or d c'est racine de d au carré, donc racine de d au carré fois d, ça nous fait un racine de d au cube. Cette expression est équivalente, si on la met au carré, à t carré sur d au cube égale 4π carré, ça c'est pour faire disparaître la racine, on a dû mettre au carré, donc est apparu un 4π carré, divisé par gmt. On retrouve en fait la troisième loi de Kepler qui nous dit que le rapport t carré sur a cube a la même valeur pour toutes les planètes, cette valeur ne dépendant que de l'astre attracteur. T est la période de révolution et A le demi-grand axe de la trajectoire balayée par la planète. Cette troisième loi de Kepler doit être connue sous cette forme-là, et la seconde loi de Newton nous permet d'obtenir la valeur de cette constante. Je ne donne pas ici la première et la seconde loi de Kepler, vous la trouverez très facilement, aussi bien sur internet que dans votre livre. Il est demandé simplement de la connaître, et les exploitations ne sont pas très compliquées. Bien, voyons justement un petit peu l'exploitation de cette troisième loi avec l'expression de cette constante. Donc t égale 2π racine de d au cube sur g, exploitation très simple, calculer une période. Alors attention, il y a quelques pièges, attention aux unités. Lorsque g est donné dans les énoncés, c'est dans le système international et par conséquent la masse doit être exprimée en kilos. Bon, bien souvent c'est le cas, la masse d'une planète s'exprime en kilos, assez rarement en tonnes, ça sera assez absurde. Attention, la distance aussi doit être exprimée en mètres et elle doit contenir à la fois le rayon de la Terre et l'altitude du satellite, car lorsqu'on fait le calcul pour un satellite, bien souvent on va donner l'expression de l'altitude, on va donner la valeur numérique de l'altitude du satellite. Et donc il faut faire attention à ne pas oublier de rajouter le rayon de la Terre. Et puis bien entendu exprimer tout cela en mètres, et là bien souvent il y a des pièges, car les distances, pour des distances astronomiques, sont bien souvent données en kilomètres, donc il ne faut pas oublier de faire la conversion. Donc prenons le cas de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, donc située à une altitude de 429 km, avec une masse de la Terre égale à 5,97 10 puissance 24 kg, et bien la distance Terre-ISS est de 6810 km, il faut rajouter le rayon de la Terre. On convertit en mètres, 6,96 mètres, on rentre cette expression là-dedans, toutes les valeurs numériques, on ne se trompe pas avec la calculatrice, et on finit par aboutir à une période de révolution de 5,6 10 puissance 3 secondes, soit 1h33 minutes. C'est le 90 minutes qu'on retrouve par exemple dans le film, dans certains films, comme par exemple dans Gravity. Il y a ces 90 minutes qui est assez important. Donc c'est la période de révolution de la station orbitale et de l'ensemble des satellites sur une altitude comprise entre 300 et 500 km. On trouve toujours une période de révolution de l'ordre de 1h30. Autre application de la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler nous dit que t carré sur a cube est égal à une constante, et la loi de Newton nous donne l'expression de cette constante. Et on voit que dans cette constante, il n'y a que la masse de l'astre attracteur. Donc on peut l'appliquer sur les différentes planètes du système solaire pour trouver la masse du Soleil. Donc voyons cela. Donc on va chercher dans une revue, dans une référence, les valeurs des périodes T et la valeur du demi-grand axe A. Et si l'on représente T carré en fonction de A au cube, on va trouver une droite. Et ça, c'est justement la troisième loi de Kepler. T carré sur A cube égale constante. Donc T carré en fonction de A au cube est égal à une constante. T carré est égal à une constante fois A au cube. Et cette constante est en fait la constante trouvée grâce à la seconde loi de Newton. Donc en traçant cela, on peut obtenir l'équation de cette droite et donc le coefficient directeur. Donc on trouve 3,0 10 puissance moins 19, sachant que t carré sur a cube est égal à 4π carré sur g, la masse du Soleil, ce que je disais précédemment. Il n'y a que la masse du Soleil qui intervient. On en déduit que 4π carré sur g, la masse du Soleil,
est égal à 3 10 puissance moins 19. Petite bidouille mathématique nous permettra d'obtenir la masse du Soleil, égale à 4 pi carré sur g fois le coefficient directeur qu'on vient de trouver, et on va trouver une masse du Soleil à 2,010 puissance 30 kg. Donc cette deuxième méthode est exploitée pour obtenir la masse en fait de nombreux objets. Donc on obtient la masse du Soleil en regardant les périodes et le demi-grand axe des planètes. De la même façon, on peut obtenir la masse de la Terre ou de Jupiter ou de Mars en observant la période et la distance des satellites de ces planètes. Ça nous permet donc d'obtenir la masse des planètes. Voilà, ceci conclut toute cette série. À très bientôt.